Nous avons jusqu'ici découvert que la matière était composée de molécules et que ces molécules étaient elles-mêmes composées d'atomes. Au cours de l'histoire, les hommes se sont toujours posé la question de savoir s'il existait des particules beaucoup plus petites que les atomes. Cela a commencé avec Démocrite au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il est un philosophe grec qui réfléchit à la composition de la matière. Il va émettre l'hypothèse que la matière contient des sortes de petites briques que l'on ne peut pas voir à l'œil nu, évidemment. Pendant très longtemps, cette idée est laissée de côté et il faut attendre le 19e siècle avec le scientifique John Dalton pour que cette idée refasse surface. Il étudie à l'époque la composition des gaz, notamment de la vapeur d'eau, et il va découvrir que les molécules sont composées de particules très petites et très dures, comme des boules de billard. De cette découverte, on peut symboliser le modèle de Dalton comme ceci. Un peu plus tard, le scientifique Joseph John Thomson, à la fin du 19e siècle, va travailler sur l'électricité. Il va découvrir que les décharges électriques sont dues à des particules chargées négativement à l'intérieur des atomes. En référence à son expérience, il va les appeler les électrons, que l'on peut symboliser par un E avec un moins en exposant pour mettre en évidence cette charge négative des électrons. On appelle son modèle le modèle du plum pudding, en référence à un pain dans lequel on va retrouver des raisins secs à l'intérieur. L'atome en tant que tel est représenté par le pain et les électrons par les raisins. L'atome étant globalement neutre électriquement, la masse de l'atome doit être positive afin de compenser les charges électriques négatives des électrons. Ernest Rutherford, au début du XXe siècle, travaille sur la radioactivité. Il va découvrir que l'atome n'est pas une boule dure et incassable, mais qu'il est en fait composé d'un noyau, autour duquel on va retrouver du vide. Dans le noyau, il découvre des particules chargées positivement, qu'il appelle les protons, et que les électrons gravitent dans le vide autour du noyau. Le nombre de protons et d'électrons doit être le même, car on se rappelle que l'atome est globalement neutre électriquement. Voici donc une représentation du modèle de Rutherford, avec un atome possédant 3 protons dans son noyau, autour duquel gravitent 3 électrons dans le vide. Dans cette configuration, l'atome ne possède pas une limite physique, mais cette limite est une limite virtuelle, c'est-à-dire une sorte de frontière que les électrons ne dépasseront jamais. Un peu plus tard, le scientifique James Chadwick va, au milieu du XXe siècle, étudier la masse des atomes. Il va alors découvrir que le noyau ne comporte pas que des protons, mais également une autre sorte de particules neutres qu'il va alors appeler les neutrons, que l'on symbolise par un N avec un 0 en exposant, pour bien faire prendre conscience de cette neutralité du neutron. L'ensemble des protons et des neutrons forment ce que l'on appelle les nucléons. Le scientifique Niels Bohr va faire une découverte qui va permettre de symboliser l'atome selon le modèle le plus complet. Ainsi, en travaillant sur la lumière et les couleurs émises par les atomes, il va en fait découvrir que les électrons ne se déplacent pas de manière anarchique dans le vide. Ainsi, les électrons se déplacent sur ce qu'on appelle des orbites ou des couches électroniques. Les électrons faisant partie de la dernière couche sont appelés les électrons externes ou électrons de valence, alors que les électrons des autres couches sont appelés les électrons internes ou électrons de cœur. On peut nommer les couches par les lettres K, L, M, N, etc. en fonction de leur emplacement à partir du noyau. Merci Niels.